Si vous avez déjà fait la queue à la caisse d'un supermarché, comptant les pièces dans votre main en priant pour qu'elles suffisent, vous comprendrez cette histoire. Restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête comme des guêpes anxieuses. J'étais troisième dans la file d'attente chez Murphy's Grocery, le magasin où mon défunt mari avait l'habitude de m'acheter des roses le vendredi. Cette tradition ressemblait maintenant à la vie de quelqu'un d'autre. J'avais 34 ans, j'étais enceinte de 7 mois et je tenais 17 $ en billets froissés. Le panier à mes pieds contenait l'essentiel, du pain, du beurre de cacahuète, du lait et des vitamines prénatales que je pouvais à peine me permettre. Mes mains tremblaient, alors que recompter l'argent, sachant que cela ne couvrirait peut-être pas tout. La femme derrière moi déplaçait son chariot avec impatience. Je sentais ses yeux sur mon ventre gonflé, pas le regard chaleureux et félicitant que les femmes enceintes reçoivent habituellement. C'était différent. Un jugement enveloppé de curiosité. « Excusez-moi, madame. » La voix de la caissière perça mon brouillard. « C'est à vous. » Je m'avançais, déchargeant mes articles lentement. Mon dos me faisait souffrir. Mes pieds avaient enflé au point d'être méconnaissables. Le sommeil était devenu un lointain souvenir, remplacé par une anxiété qui m'enserrait les côtes. C'est alors que l'agitation commença près du rayon fruits et légumes. Les employés du magasin se précipitèrent, ajustant leurs badges et lissant leurs tabliers. Monsieur Chen, le gérant, trottinait presque vers l'entrée. Je ne l'avais jamais vu bouger aussi vite. « Il est là pour la photo du don à la banque alimentaire », chuchota quelqu'un derrière moi. À travers les portes vitrées, je le vis. Jonathan Hendricks, le philanthrope milliardaire, dont le visage ornait les ailes d'hôpitaux et les annonces de bourses d'études dans 3 comtés. Grand, cheveux argentés, arborant un sourire que les caméras adoraient. Le magasin se transforma instantanément. Tout à coup, tout le monde se tenait plus droit, parlait plus doucement, feignant que leur mardi ordinaire venait de devenir important. J'essayais de me concentrer sur ma transaction, mais la caissière ne cessait de jeter des coups d'œil vers l'entrée. Elle scanna mes articles machinalement. « Bip, bip, bip. 22,47 » annonça-t-elle. Mon estomac se noua. J'avais mal calculé. Encore. Pourriez-vous enlever les vitamines? Ma voix sortit plus faible que prévu. La caissière soupira, rescannant le flacon. Derrière moi, quelqu'un s'éclaircit la gorge avec impatience. C'est alors que l'entourage de M. Hendricks déferla dans mon allée. Caméra, assistant. M. Chen gesticulant largement, expliquant les programmes de partenariat communautaire du magasin. Et puis, Jonathan Hendricks me regarda directement. Ses yeux allèrent de mon visage à mon ventre. Un ventre qui avait grossi de manière impossible, étirant ma chemise de maternité d'occasion jusqu'à sa limite absolue. Des termes médicaux comme hauteur utérine et grossesse multiple à haut risque résonnèrent dans ma mémoire. Il s'arrêta au milieu de sa conversation. Son expression passa d'un intérêt poli à une surprise authentique, puis à une confusion nerveuse. 4 bébés? Les mots s'échappèrent de sa bouche avant que sa formation en relations publiques ne puisse les arrêter. C'est impossible. Le magasin se figea. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Chaque client se retourna. La main de la caissière resta suspendue au-dessus de la caisse. Même la musique d'ambiance sembla marquer une pause. La chaleur inonda mon visage, pas la douce chaleur de l'embarras, la brûlure cuisante de l'humiliation publique. Je suis « Désolé, je ne voulais pas » commença M. Hendricks, mais son assistant le guidait déjà ailleurs, chuchotant urgemment des mots comme « optique » et « sensibilité ». La caissière retrouva sa voix la première. « 19,32, c'est votre nouveau total. » Je tendis mes 17 $. Elle attendit. Tout le monde attendait. « Je dois remettre autre chose », chuchotai-je. Une femme plus âgée, 2 caisses plus loin, secoua la tête, sa désapprobation visible même de loin. Un jeune employé fit semblant de ne rien remarquer. M. Chen avait déjà disparu avec le milliardaire vers les bureaux du fond. Je tendis la main vers le lait, la seule chose que j'avais achetée pour moi-même sur ordre du médecin, quand une voix calme parla à côté de moi. « Gardez-le, s'il vous plaît. » Je me tournai pour trouver une femme âgée, mesurant à peine 1,50 m, pressant 3 $ dans la main de la caissière.
Elle ne me regarda pas, n'attendit pas de remerciements. Elle retourna simplement à son propre chariot et continua ses courses comme si de rien n'était. La caissière mit mes courses dans un sac. Je les portais vers la sortie sur des jambes qui fonctionnaient à peine, passant devant les affiches promotionnelles, arborant le sourire charitable de Jonathan Hendricks, passant devant les clients qui avaient déjà repris leurs achats et leurs commérages. Dehors, l'air d'octobre frappa mon visage avec une clarté glaciale. Je chargeais les sacs dans ma berline vieille de 15. Une voiture qui avait besoin de freins que je ne pouvais pas me payer, et m'assis sur le siège conducteur sans démarrer le moteur. 4 bébés. Impossible. Il avait raison sur un point. Cela semblait impossible. Des quadruplés. Contre des probabilités astronomiques. Une grossesse que ma propre famille avait qualifiée d'imprudente et de irresponsable. Comme si j'avais choisi cette voie délibérément. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'impossible était devenu ma réalité quotidienne. Et les jours les plus durs n'étaient même pas encore arrivés. La prochaine fois, je vous raconterai la nuit où le chauffage est tombé en panne et l'appel téléphonique qui n'est jamais venu. Abonnez-vous pour entendre ce qui s'est passé quand l'impossible est devenu une question de survie. Vous ne voudrez pas manquer ça. L'appel téléphonique que j'attendais n'est jamais venu. Chaque soir de ce mois de novembre, je vérifiais mon téléphone portable 2 fois. Une fois au réveil, une fois avant de me coucher. Ma sœur Emma avait promis d'appeler bientôt après que notre dernière conversation se soit terminée par elle, disant qu'elle avait besoin d'espace. Pour assimiler tout ça, c'était il y a 6 semaines. Assimiler, j'ai appris, n'était qu'un autre mot pour disparaître. Mon appartement se trouvait au 3e étage d'une maison convertie sur Maple Street. Il y a 40 ans, c'était la maison de famille de quelqu'un. Maintenant, elle était divisée en 4 unités exiguës avec des murs fins et des systèmes de chauffage obsolètes que les propriétaires promettaient de réparer le mois prochain. La température chut à -5 degrés la nuit, où la chaudière lâcha complètement. Je me réveillai à 2 heures du matin, mon souffle visible dans l'obscurité. Ma première pensée ne fut pas la panique, ce fut le calcul. Combien coûterait la réparation? Pourrais-je négocier avec M. Patterson, mon propriétaire? Prétendrait-il que c'était d'une manière ou d'une autre ma responsabilité? J'empilai toutes les couvertures que je possédais et attendis le matin. Quand j'appelai à 8 heures, M. Patterson semblait agacé. « Ça va se réchauffer d'ici jeudi. Vous pouvez attendre. Je suis enceinte de 7 mois avec des complications. » Ma voix resta stable malgré le froid qui s'infiltrait dans mes os. Le médecin a dit « J'enverrai quelqu'un vendredi matin. C'est le mieux que je puisse faire. » Vendredi était dans 3 jours. Cet après-midi-là, je allais travailler. Je nettoyais des immeubles de bureaux pour Marshall Commercial Services, un travail contractuel payé 9 $ de l'heure et n'offrant aucun avantage social. Ma superviseuse Rita était une grand-mère de 5 enfants qui ne posait jamais de questions et me laissait parfois la moitié de son déjeuner. « Tu bouges plus lentement », observa-t-elle en me regardant vider les poubelles au 2e étage. « Je vais bien. Tu ne vas pas bien. » Rita posa sa serpillière. « C'est quand ton prochain rendez-vous chez le médecin ?»« La semaine prochaine. »« Qu'est-ce qu'ils ont dit la dernière fois ?» J'hésitais. La vérité semblait trop lourde à dire à voix haute dans un couloir fluorescent qui sentait le nettoyant industriel et la vieille. Moquette. « Ils ont dit que les bébés grandissent bien, tous les 4. » Les yeux de Rita s'écarquillèrent. Je ne lui avais jamais raconté toute l'histoire. La plupart des gens ne me croyaient pas quand je le faisais. 4 bébés? Seigneur, aie pitié. Elle s'assit lourdement sur une chaise de bureau. « Tu as de l'aide? De la famille dans le coin ?» La question resta suspendue entre nous comme quelque chose de fragile. « Mon mari est décédé il y a 14 mois. Accident de voiture. » Les mots sonnaient toujours faux. « Ma mère vit à 2 heures d'ici. Elle pense que je devrais... » Elle a suggéré que l'adoption serait plus pratique. « Pratique. » Rita répéta le mot comme s'il avait un goût amer. « Il n'y a rien de pratique dans le deuil, ma chérie. » Je hochai la tête, reconnaissante qu'elle ne pose pas plus de questions. Ce soir-là, je retournai dans mon appartement glacé avec un radiateur d'appoint que Rita avait insisté pour me prêter. Il était vieux, le cordon légèrement effiloché, mais il poussait assez de chaleur dans ma chambre pour que je puisse dormir assise, calée contre des oreillers.
la seule position qui ne faisait pas hurler mon dos. Je rêvais de mon mari, David. Dans le rêve, il réparait la chaudière lui-même, des outils éparpillés sur le sol, ses mains sûres, résolvant les problèmes comme il l'avait toujours fait. Il se tourna vers moi, sourit et dit « Ça va aller, je le promets ». Je me réveillais dans l'obscurité et la vérité, il ne plus rien promettre. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. Pendant un moment fou et plein d'espoir, je pensais que ce pouvait être Emma. C'était le service de facturation de l'hôpital. « Madame Morrison, nous devons discuter de votre solde impayé avant de pouvoir programmer votre prochaine échographie. »« J'ai une assurance, » dis-je, bien que les mots semblaient de plus en plus dénués de sens. « Votre assurance couvre 60%. Votre part est actuellement de 743 $. 743 $. Le chiffre rejoignit les autres dans mon livre de compte mental. Loyer, facture, assurance voiture, courses, dette des funérailles de David que je payais encore mensuellement. Puis-je payer en plusieurs fois? Nous exigeons 50% d'acompte avant de programmer le rendez-vous. Je fermai les yeux. Je vais trouver une solution. Après avoir raccroché, je m'assis à ma table de cuisine, la même table que David et moi avions achetée dans un vide-grenier notre première année de mariage, et ouvris mon ordinateur portable. Facebook brillait des vies d'autres personnes, photos de vacances, sorties au restaurant, annonces de grossesse entourées de familles souriantes. Je tapais un message à ma mère, l'effaçai, en taper un autre. « Maman, j'ai vraiment besoin d'aide. Je n'ai plus de chauffage et j'ai des frais médicaux que je ne peux pas couvrir. Pourrais-tu éventuellement me prêter ?» J'effaçai ça aussi. L'orgueil n'était pas le problème. L'épuisement l'était. J'avais déjà demandé, la réponse était toujours compliquée, enveloppée d'inquiétudes, de conditions et de suggestions selon lesquelles je ne réfléchissais peut-être pas clairement à ce qu'élever 4 bébés seuls exigerait réellement. Dehors, par ma fenêtre, Maple Street semblait paisible sous la neige du début de l'hiver. Des familles marchaient ensemble. Les lumières des porches brillaient chaleureusement. Quelque part dans ces maisons, des gens avaient du chauffage qui fonctionnait et des membres de famille qui répondaient au téléphone. Je plaçai mes 2 mains sur mon ventre énorme, sentant 4 zones de mouvement distinctes, 4 cœurs séparés que j'avais vus sur les écrans d'échographie, 4 vies dépendant de quelqu'un qui ne pouvait même pas se payer des vitamines prénatales sans calcul savant. Le radiateur. D'appoint bourdonnait sa berceuse mécanique. La gentillesse de Rita résonnait plus fort que le silence de ma sœur. Et quelque part à travers la ville, dans une maison que je ne verrai jamais, Jonathan Hendricks ne se souvenait probablement pas des mots qu'il avait prononcés dans une file d'attente. De supermarché. Mais moi je m'en souvenais. 4 bébés. Impossible. Ce qui s'est passé ensuite a testé tout ce que je pensais savoir sur la force. Abonnez-vous pour suivre ce voyage, car le plus dur n'était pas le froid. C'était ce qui est venu après. Décembre arriva avec un froid implacable et une pile d'enveloppes que je ne pouvais pas ouvrir toutes d'un coup. La chaudière avait été réparée, mais le coût de la réparation signifiait choisir entre l'assurance voiture et les courses. Je choisis les courses. L'assurance voiture expira. Je priais pour que rien n'arrive pendant 30 jours, jusqu'à ce que je puisse rassembler assez d'argent pour la rétablir. La prière était devenue mon activité la plus fréquente, bien que j'aie cessé d'aller à l'église. L'église communautaire Saint-Marc avait été mon foyer spirituel pendant 6 ans. David et moi nous y étions mariés. Après sa mort, la congrégation m'entoura de ragoûts, de cartes et de promesses de soutien continu. Mais quelque part entre « nous sommes là pour toi » et l'échographie révélant des quadruplés, le soutien s'évapora discrètement. Le pasteur Williams appela cela la fatigue de compassion. J'appelais cela l'abandon. Les gens ne savent pas comment aider, m'avait-il expliqué doucement lors de notre dernière conversation. Votre situation est compliquée. Elle leur fait peur. Compliquée. Ce mot encore, utilisé comme un diagnostic. Ce qui leur faisait peur, je pense, c'était l'impossibilité de la chose. 4 bébés nés d'une veuve sans soutien familial, sans stabilité financière, sans chemin clair vers l'avant. Il était plus facile de prier à distance que de s'asseoir dans le pétrin avec moi. Alors, j'arrêtai d'y aller. Mes journées développèrent un rythme dicté par l'épuisement. Réveil à 6 heures, bouger lentement sous une douche qui me laissait hors d'haleine.
forcer un petit déjeuner dont mon estomac ne voulait pas. Travailler était devenu impossible. Rita me couvrit 2 fois avant que Marshall Commercial Services ne doive, à regret, me licencier en raison de problèmes d'assiduité. Le chèque de chômage couvrait à peine le loyer. Je fis des demandes pour des programmes d'aide, UIS, Medicaid, aide alimentaire d'urgence. Chaque demande exigeait des documents, des rendez-vous, des vérifications, de l'attente. Le système était conçu pour des gens avec du temps. Un moyen de transport et l'énergie de naviguer dans la bureaucratie. Je n'avais aucune de ces choses. Mon corps lâchait de petites manières mesurables, la tension artérielle grimpait, l'enflure atteignit mes cuisses. L'obstétricienne, une femme gentille nommée Dr Patel, utilisait des mots comme « risque de prééclampsie » et « alitement obligatoire » et « nous surveillons de près ». « Avez-vous quelqu'un à la maison pour aider » demanda-t-elle lors de mon rendez-vous de la 30e semaine. « Oui » mentis-je. Le docteur Patel me regarda avec des yeux qui suggéraient qu'elle savait la vérité, mais ne pouvait pas la forcer. Si quelque chose vous semble anormal, saignement, maux de tête sévères, changement de vision, vous appelez le 911 immédiatement. N'attendez pas. N'essayez pas de conduire vous-même. Compris? Je hochai la tête, me demandant qui exactement appellerait le 911 si... Je ne pouvais pas atteindre le téléphone. Cette nuit-là, je fis une autre tentative pour joindre ma famille. J'appelais Emma d'abord. Messagerie vocale. Je laissais un message qui essayait de paraître décontracté malgré le désespoir qui transpirait à chaque mot. « Hé, c'est moi, je venais aux... nouvelles. Je sais que les choses ont été... Je sais que tu es occupé. Mais j'en suis à 30 semaines maintenant et les médecins s'inquiètent d'un accouchement prématuré. J'aurais vraiment besoin... » Ma voix se brisa. Je la stabilisai. « Rappelle-moi juste quand tu peux, s'il te plaît. » Elle ne rappela pas. J'essayai mon frère, Marcus. Il répondit, ce qui me surprit. « Hé !» Sa voix était prudente, comme si je pouvais exploser. « Salut ! Je sais que ça fait un moment. »« Ouais, ça fait un bail. » Le silence s'étira inconfortablement. « J'ai besoin d'aide, Marcus. Aide médicale, aide financière. N'importe quelle aide. Je veux aider. » Il le dit comme quelqu'un récitant un texte, mais Sarah et moi gardons à peine la tête hors de l'eau. Les frais de scolarité des enfants, ma situation au travail, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment, pensais-je. D'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais le bon moment pour aider sa sœur à survivre. Je ne demande pas grand-chose, juste « Maman a dit que tu prévois toujours de garder les 4 bébés. » Le changement dans son ton était indubitable. Un jugement enveloppé d'inquiétude. Ce sont mes enfants. C'est une impossibilité financière. Tu ne peux même pas te permettre un bébé et tu parles de 4, ce n'est pas de la force, c'est de l'entêtement. Les mots atterrirent comme des coups physiques. David est mort. Marcus n'éleva pas la voix, ce qui rendait la chose pire. Et tu es sur le point d'amener 4 bébés dans une situation sans père, sans argent, sans système de soutien. Ce n'est pas juste pour eux. Alors je devrais juste abandonner? Je dis que tu devrais être réaliste. Il y a des familles qui pourraient leur donner tout ce que tu ne peux pas. Je raccrochai avant qu'il ne puisse en dire plus. L'appartement semblait incroyablement silencieux. Dehors, les lumières de Noël clignotaient sur les maisons voisines. Quelque part, des familles décorèrent des arbres, emballaient des cadeaux, planifiaient des célébrations. Je m'assis sur mon canapé, le canapé d'occasion affaissé que David avait promis de remplacer un jour, et sentis les 4 bébés bouger, des roulades, des coups, et cette sensation étrange et intime de porter un univers entier à l'intérieur de mon corps. Réaliste, avait dit Marcus, mais voici ce qui était réaliste. J'avais 34 ans, j'étais veuve, fauchée, physiquement compromise et plus seule que je ne l'aurais jamais imaginé. Ma famille avait décidé que je faisais de mauvais choix et que par conséquent, je ne méritais pas leur aide. Et pourtant, ces 4 vies continuaient de grandir. Inconscientes des comptes bancaires, de la politique familiale et des jugements sociétaux sur les manières acceptables de souffrir. Je pressai ma main sur mon ventre, sentant un petit pied pousser en retour contre ma paume. « Je suis toujours là », chuchotai-je. « J'essaie encore. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il me restait à offrir. Les décisions les plus difficiles étaient encore devant moi.
Abonnez-vous pour découvrir ce qui s'est passé quand essayer n'a plus suffi. Cette histoire va là où vous ne l'attendez pas. Janvier arriva doucement, apportant avec lui un froid qui s'installa dans mes os et refusa de partir. J'étais enceinte de 32 semaines. Le docteur Patel avait ordonné un alitement complet, ce qui aurait été plus facile à suivre si j'avais quelqu'un pour m'apporter à manger, payer mon loyer ou gérer les tâches quotidiennes qui font fonctionner une vie. Au lieu de cela, je négociais avec la nécessité. L'alitement signifiait rester à l'horizontale autant que possible, alors je restais allongé sur mon canapé avec mon ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, postulant à tout emploi à distance que je pouvais trouver. Service client. Saisie de données. Transcription. La plupart exigeaient une expérience que je n'avais pas ou une disponibilité que je ne pouvais pas promettre. Une entreprise répondit « Un poste de facturation médicale, à temps partiel, entièrement à distance ». Le salaire était à peine au-dessus du minimum, mais cela incluait une formation et des horaires flexibles. « Quand pouvez-vous commencer ?» demanda le responsable du recrutement lors de notre entretien téléphonique. Je regardai mon corps gonflé, sentis la pression implacable dans mon bassin et mentis. Immédiatement. Parfait. La formation. Commence lundi. Lundi, je complétais 4 heures de formation vidéo, tout en étant allongé sur le côté, faisant 2 pauses pour aller aux toilettes. Un voyage qui nécessitait désormais une planification stratégique. Mardi, je passais le quiz de certification. Mercredi, je traitais mon premier lot de demandes d'assurance. Le travail était abrutissant mais possible, et il offrait quelque chose dont j'avais désespérément besoin, la preuve que j'étais encore capable. Ce vendredi-là, une enveloppe arriva qui n'était pas une facture. À l'intérieur se trouvait une carte manuscrite avec un bon d'achat d'épicerie de 50 $. Pas d'adresse de retour. La carte disait simplement « Je vous ai vu ce jour-là. Je prie pour vous. » Je la fixai 5 bonnes minutes, essayant d'identifier l'écriture. La femme âgée qui avait payé mon lait? Quelqu'un de l'église? Un inconnu ému par les ragots, peu importait. 50 $ signifiant des légumes frais, des protéines, du lait que je n'avais pas à rationner. Cela signifiait une semaine sans avoir à choisir entre la nutrition et le loyer. Je pleurais en tenant cette carte, les premières larmes que je m'autorisais depuis des semaines. Le prochain acte de miséricorde vint d'une source inattendue. Rita, mon ancienne superviseuse, apparut à ma porte un samedi après-midi, portant 2 sacs de courses en toile. « Ne discute pas », dit-elle en me dépassant pour entrer dans l'appartement. « J'en ai fait trop. Ça se congèle à merveille, juste à réchauffer et manger. » Les sacs contenaient des boîtes étiquetées, soupe au poulet, ragoût de bœuf, pâtes en sauce, riz et haricots. Assez de repas pour 2 semaines. « Rita, je ne peux pas. Tu peux et tu vas le faire. » Elle commença à charger mon congélateur avec une efficacité militaire. « Tu m'as beaucoup aidé quand ma fille traversait son divorce. C'est ce que font les gens, on aide. » Je voulais lui dire que mon expérience suggérait le contraire, que la plupart des gens offraient des prières au lieu de leur présence. Mais Rita n'était pas la plupart des gens. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, me regardant enfin directement. « Énorme, effrayé, fatigué. C'est honnête. » Elle sourit. « Que disent les médecins? Ils surveillent les signes de travail prématuré. Apparemment, 4 bébés n'attendent généralement pas le terme. » « Apparemment ?» Rita haussa un sourcil. « Tu portes des quadruplés et tu travailles encore ?»« À temps partiel. Facturation médicale. C'est de la maison. »« Seigneur, donne-moi la force. » Rita s'assit lourdement à ma table de cuisine. « Tu as tout préparé? Les lits, les vêtements, les sièges ?»« Otto !» La liste des choses que je n'avais pas pourrait remplir un carnet. La liste des choses que j'avais préparées tenait sur un post-it. « J'ai quelques bases, » dis-je prudemment. « Je travaille sur le reste. » Rita m'étudia avec des yeux qui avaient vu assez de vie pour reconnaître l'évitement. « Tu as fait les demandes d'aide? » « Je suis sur des listes d'attente. Apparemment, urgence est un terme relatif. Et ta famille? » La question s'installa entre nous comme quelque chose de vivant. Il pense que je devrais opter pour l'adoption. Et toi? C'était la première fois que quelqu'un demandait ce que je voulais réellement, au lieu de ce que je devrais faire. Non, dis-je. Je veux mes enfants. Même si cela me rend égoïste,
ou irréaliste, ou quel que soit l'autre mot que les gens utilisent. Rita hocha lentement la tête. Alors c'est ce vers quoi nous allons travailler. Nous? Tu penses que je vais te laisser faire ça toute seule? J'ai des contacts, ma fille. Réseau d'églises, organisations communautaires. Ma fille travaille pour les services sociaux. On va te construire un système de soutien, que tu le veuilles ou non. Quelque chose se desserra dans ma poitrine. Un nœud serré d'isolement qui m'étranglait depuis des mois. Pourquoi? Le mot sortit plus petit que prévu. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Je sais que tu venais travailler tous les soirs, même quand tu tenais à peine debout. Je sais que tu ne t'es jamais plainte, jamais cherché d'excuses, jamais demandé de traitement de faveur. Ça me dit tout sur ton caractère. Elle se leva, rassemblant ses sacs. Le caractère compte plus que les circonstances. Après le départ de Rita, je restais avec ces mots. Le caractère compte plus que les circonstances. Mes circonstances étaient objectivement terribles. Veuve, fauchée, médicalement compliquée, socialement isolée. Mais peut-être, juste peut-être, n'avais-je pas complètement échoué sur la partie caractère. Cette nuit-là, je sentis un nouveau type de mouvement. Pas des coups, mais une pression. Basse, insistante, anormale. J'appelai la ligne de garde. L'infirmière posa des questions d'une voix calme qui ne cachait pas tout à fait son inquiétude. Des saignements? Non. Douleur ou crampe? Une pression, comme si quelque chose poussait vers le bas. Je veux que vous alliez à la maternité. Ne conduisez pas vous-même. Appelez le 911 si nécessaire. Je peux conduire? Vous ne pouvez pas conduire. Vous êtes enceinte de 32 semaines de quadruplé. Appelez quelqu'un. Je regardais mon téléphone. Qui exactement étais-je censé appeler? Ma sœur qui ne répondrait pas? Mon frère qui pensait que je faisais de mauvais choix? Ma mère qui vivait à 2 heures et dirait que cela prouvait son point? J'appelai Rita. Elle répondit à la 2e sonnerie, n'hésita pas, et arriva en 12 minutes. « On y va », dit-elle simplement, m'aidant, à monter dans sa voiture. Petite miséricorde, pensai-je, alors que nous roulions dans les rues sombres vers l'hôpital. C'est comme ça que la survie arrive. Pas par de grands gestes ou des interventions miraculeuses, mais par une personne qui se présente quand il serait plus facile de rester chez soi. La visite à l'hôpital a tout changé. Abonnez-vous pour entendre ce que les médecins ont trouvé et la décision que j'ai dû prendre dans cette salle d'examen froide. Vous devez entendre ça. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Le docteur Patel m'examina avec une efficacité douce, tandis qu'une infirmière surveillait 4 battements de cœur distincts sur l'appareil à échographie. Les sons se chevauchaient, une symphonie de coups rapides qui auraient dû être rassurants, mais semblaient au contraire accablants. « Vous montrez des signes précoces de travail, » dit le docteur Patel, sa voix professionnellement calme. « Votre col commence à s'effacer. Pas encore de travail actif, mais votre corps se prépare. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons l'arrêter si possible. 32 semaines, c'est mieux que beaucoup de grossesses de quadruplés, mais chaque jour supplémentaire à l'intérieur leur donne de meilleures chances. Elle ordonna des médicaments que je ne pouvais pas prononcer, des injections de stéroïdes pour le développement pulmonaire des bébés. Un alitement strict, un vrai alitement cette fois, pas ma version compromise. Des rendez-vous de surveillance 2 fois par semaine. Comprenez-vous la situation? Demanda le docteur Patel, croisant mon regard. Si le travail progresse, nous n'aurons pas d'autre choix que d'accoucher. 4 nourrissons prématurés nécessiteront des soins en néonatologie. Des séjours prolongés. Un soutien spécialisé. Combien coûtent les soins en néonatologie? La question resta suspendue dans l'air stérile. Le docteur Patel échangea un regard avec l'infirmière. Concentrons-nous sur le fait de les garder à l'intérieur aussi longtemps que possible. Les questions financières peuvent attendre. Mais elles ne pouvaient pas attendre. C'était la partie que personne ne voulait reconnaître. Les miracles médicaux ont un prix. Rita me ramena chez moi à minuit. Aucune de nous ne parla beaucoup. Qu'y avait-il à dire? De retour dans mon appartement, je m'allongeai exactement comme indiqué. Côté gauche, oreiller soutenant mon ventre, téléphone à portée de main. Rita avait insisté pour passer la nuit, dormant dans mon fauteuil inclinable malgré mes protestations. « Tu ne vas pas faire ta tête de mule avec ça », avait-elle dit fermement. « Le docteur a dit pas de conduite, pas de stress, pas... Restez seul. Je suis là, fais avec. » Je fis avec.
À 3 heures du matin, je fus réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Numéro inconnu. Je répondis quand même « Le désespoir vous rend imprudent. » Madame Morrison, ici Karen Chen des services sociaux du comté. J'appelle au sujet de vos demandes d'aide. À 3 heures du matin? Mais je ne posais pas de questions. Oui? J'ai examiné votre dossier. Étant donné votre situation médicale et la grossesse multiple, nous pouvons accélérer votre approbation pour l'aide alimentaire d'urgence et l'extension Medicaid. Cependant, il y a quelques préoccupations. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Le moniteur fœtal que le docteur Patel m'avait envoyé à domicile commença à biper plus vite. Quelle préoccupation! Votre situation de logement. Un appartement au 3e étage sans ascenseur n'est pas adapté pour 4 nourrissons et une mère. En convalescence. Nous devrons voir un plan pour un logement alternatif avant l'accouchement. Logement alternatif? Je peux à peine me permettre où je vis maintenant. Je comprends. Nous pouvons vous mettre en lien avec des programmes, mais il y a des listes d'attente. Et nous devons discuter du soutien post-accouchement. Avez-vous de la famille qui peut aider? La question à laquelle je ne pouvais pas échapper. Non. Des amis? Un soutien communautaire? Un peu. Un peu n'est pas suffisant pour déquadrupler, Madame Morrison. Sa voix n'était pas méchante, juste brutalement. Honnête, je suis tenu d'impliquer les services de protection de l'enfance s'il n'y a pas de soutien adéquat en place à la sortie. Ce n'est pas une punition, c'est un protocole de sécurité. Les services de protection de l'enfance. Les mots atterrirent comme un coup physique. Vous dites qu'ils pourraient me prendre mes bébés? Je dis que nous avons besoin d'un plan réaliste. Ces enfants auront des besoins médicaux importants. Vous serez en convalescence d'une chirurgie majeure. Sans système de soutien, nous ne pouvons pas autoriser la sortie. Après qu'elle eut raccroché, je restais, dans le noir à écouter les 4 battements de cœur sur le moniteur et le léger ronflement de Rita depuis le fauteuil. Tout s'effondrait au ralenti. Je m'étais battu si fort, enduré l'isolement, les complications médicales, la dévastation financière, et maintenant, le système conçu pour aider menaçait d'enlever la seule chose qui comptait. Le lendemain matin, j'appelai ma mère. Elle répondit à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Allô? Maman. C'est moi. » Silence. Puis, il est 6 heures du matin. J'ai failli accoucher prématurément la nuit dernière. Ils ont arrêté le travail, mais de justesse. Je suis en alitement strict, et les services sociaux disent que je dois prouver que j'ai du soutien en place ou ils impliqueront la protection de l'enfance. Encore du silence. Maman, tu m'as entendu? Je t'ai entendu. Elle soupira lourdement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu vas aider. Je veux que tu dises que tu seras là quand ils naîtront. Je veux... Ma voix se brisa. Je veux, ma mère. Je t'ai dit depuis le début que c'était trop. Tu peux encore faire des choix différents. Il y a des agences? Non. Alors je ne sais pas ce que tu attends de moi, j'ai 68 ans. Je ne peux pas emménager et m'occuper de 4 nouveau-nés. Ce n'est pas réaliste. Ce mot encore, réaliste. Alors tu vas juste les laisser prendre mes bébés? Personne ne prend rien, tu fais ta dramatique. Une travailleuse sociale a littéralement dit que j'ai besoin de systèmes de soutien, où la CPS s'en mêle. Alors trouve des systèmes de soutien. L'Église, les programmes communautaires, des amis. L'Église a disparu. Les programmes communautaires ont des listes d'attente. Les amis sont rares et occupés par leur propre vie. Ma voix monta malgré les avertissements du docteur Patel sur le stress. J'ai Rita, une personne, c'est tout. Alors peut-être, dit ma mère avec précaution, tu dois considérer ce qui est réellement le mieux pour ces enfants au lieu de ce que ton orgueil veut. Je raccrochai. Rita apparut dans l'embrasure de ma porte, ayant clairement tout entendu. Elle n'offrit pas de platitude ou de faux réconfort. Elle dit simplement « On va trouver une solution ». Mais allongé là, sentant 4 vies bouger en moi, pendant que le système déterminait si je méritais de les garder, je me demandais si trouver une solution était encore possible. Le point de rupture ne fut pas un moment dramatique unique. Ce fut un millier de petites fissures se formant jusqu'à ce que toute la structure menace de s'effondrer, et je me tenais juste au centre, essayant de tout maintenir ensemble avec rien d'autre que de la volonté.
et de l'entêtement. Rita me construisit un village d'inconnus. Dans les 3 jours suivant le rejet de ma mère, Rita activa un réseau dont j'ignorais l'existence. Sa fille me mit en contact avec un défenseur du logement. Son église, pas mon ancienne église, organisa une chaîne de repas. Une femme nommée Patricia du centre communautaire se présenta avec 4 sièges auto-donnés, encore dans leur boîte. Ils viennent du programme Safe Families, expliqua Patricia, les posant soigneusement dans mon salon. Quand vous serez prête, nous vous montrerons comment les installer correctement. Quand vous serez prête, pas si. La présomption de succès semblait étrangère. Le défenseur du logement, un homme à l'air fatigué nommé Jérôme, examina mon bail et passa des coups de fil en utilisant des mots comme « aménagement »,« très raisonnable » et « protection de grossesse ADA ». En une semaine, mon propriétaire accepta de me laisser transférer vers un logement au rez-de-chaussée dans une propriété sœur. Le loyer était de 40 $ de plus par mois, mais Jérôme trouva un fonds d'aide d'urgence pour couvrir la différence pendant 6 mois. Après ça, vous aurez besoin d'un autre plan, dit-il honnêtement. Mais cela vous permet de traverser l'accouchement et la convalescence. De petites victoires bâties sur des solutions temporaires. C'était quelque chose. Le docteur Patel semblait prudemment optimiste lors de mon rendez-vous de la 34e semaine. « Vous êtes allé plus loin que la plupart des grossesses de quadruplés, » dit-elle en examinant mon dossier. « Chaque jour, maintenant, est un cadeau. Comment vous sentez-vous » ? Énorme, immobile, terrifié. C'est tout à fait normal. Elle sourit légèrement. « Avez-vous visité la néonatologie, NICU ?» Je ne l'avais pas fait. L'idée de voir où mes bébés passeraient inévitablement leur première semaine ressemblait à un aveu de défaite. « J'aimerais que vous le fassiez. Ça aide de savoir à quoi s'attendre. L'équipe là-bas est excellente. Ils prendront grand soin de vos petits. » Vos petits. Le docteur Patel le disait toujours de cette façon, jamais les bébés ou les quadruplés, comme s'ils étaient déjà des personnes, déjà les miens. La visite de la néonatologie eut lieu 2 jours plus tard. Une infirmière nommée Angela me fit faire le tour. Rita vint pour me soutenir, expliquant l'équipement, les protocoles, les heures de visite. Les quadruplés restent généralement 3 à 6 semaines, dit Angela, selon les capacités d'alimentation et la prise de poids. Vous pourrez visiter à tout moment, faire du pot à pot, tirer votre lait si vous le choisissez. La salle était pleine de minuscules couveuses, chacune contenant des humains incroyablement petits, attachés à des fils et des tubes. Des parents étaient assis dans des fauteuils à bascule, l'air épuisé et reconnaissant en même temps. C'est là. Qu'ils seront, dis-je, pas tout à fait une question. Pour un petit moment. Ensuite, vous les ramenez à la maison. La confiance d'Angela était factuelle. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse ils grandissent. En sortant, lentement, parce que marcher à 34 semaines avec des quadruplés ressemblait plus à un dandinement stratégique. Je sentis quelque chose changer. Pas tout à fait de l'espoir, plutôt de l'acceptation. Mes bébés naîtraient trop tôt. Ils seraient petits et vulnérables. Ils nécessiteraient plus de soins que je ne me sentais capable de fournir. Mais ils seraient aussi les miens et j'apprendrais. Ce soir-là, seul dans mon appartement, Rita était enfin rentrée chez sa propre famille. Je commençais à écrire des lettres. 4 lettres, une pour chaque bébé. Je ne connaissais pas encore leur sexe. J'avais demandé au docteur Patel de ne pas me le dire, voulant quelque chose à découvrir naturellement. Alors je les adressais simplement. Bébé A, bébé B, bébé C, bébé D. Leurs désignations médicales devinrent des noms temporaires. Cher bébé A, je ne sais pas si tu liras un jour ceci. Je ne sais pas si je survivrai à l'accouchement ou si vous arriverez tous sains et saufs dans ce monde. Mais j'ai besoin que tu saches que j'ai essayé. Quand tout le monde disait que c'était impossible, j'ai continué d'essayer. Ton père t'aurait aimé impossiblement. Il aurait trouvé une solution pour les finances, réparé tout ce qui cassait, serait resté éveillé la nuit sans se plaindre. Je fais de mon mieux pour être nous deux, mais je ne suis qu'une seule personne. S'il m'arrive quelque chose, sache que tu étais désiré, désespérément, contre toute logique et tout conseil. Si je survis et que tu lis ceci dans des années, sache que chaque choix difficile a été fait par amour. J'écrivis des lettres similaires aux autres, chacune étant une confession différente de peur et d'espoir. BBB, tu es celui qui me donne des coups dans les côtes la nuit. Fort déjà, cette force te servira bien.
BBC. Tu te caches derrière les autres pendant les échographies. Mais calme ne veut pas dire faible. Parfois, ce sont les observateurs qui voient le plus clairement. BBD. Le plus petit dans les mesures, mais les mesures ne définissent pas la valeur. Je l'ai appris à la dure. Je les scellais dans des enveloppes et les mis dans le tiroir de ma table de nuit. Preuve que j'avais existé en ce moment, terrifiée mais toujours présente. Mon téléphone sonna à 11 heures ce soir-là. Le nom d'Emma apparut sur l'écran. Je le fixai pendant 3 sonneries avant de répondre. « Allô ?» Et sa voix était petite. Marcus m'a dit ce qui s'est passé à propos du truc des services sociaux. T'a-t-il aussi dit ce que maman a dit? Ouais, une pause. Je suis désolé. J'ai été une sœur terrible. Les excuses atterrirent quelque part, entre trop tard et exactement quand j'en avais besoin. Je sais que j'ai disparu, continua Emma. Quand tu m'as parlé des quadruplés, j'ai paniqué. Ça semblait tellement impossible. Je ne savais pas comment aider, alors je n'ai rien fait. Rien n'aurait été mieux que l'évitement. Je sais. Tu as raison. Elle prit une inspiration. Je ne peux pas déménager là-bas. Mon travail, l'école des enfants, c'est compliqué, mais je peux aider financièrement. Pas beaucoup, mais quelque chose. Et je peux venir une semaine après leur naissance, t'aider à t'installer. Ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin, mais c'était plus que ce que j'avais hier. Merci, dis-je, le pensant vraiment. Pensant, malgré les mois de silence. Tu as peur? Demanda Emma. Constamment. C'est logique. Je serais terrifiée aussi. Nous parlâmes pendant 20 minutes supplémentaires, de tout et de rien, évitant les blessures plus profondes. Mais c'était une connexion. Et la connexion, j'étais en train de l'apprendre, c'était la survie. À 34 semaines, j'avais un appartement au rez-de-chaussée organisé, 4 sièges auto, une chaîne de repas, des lettres écrites à des enfants pas encore nés, et une sœur qui avait enfin rappelé. Ce n'était pas une solution, mais c'était une fondation. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut construire avant que la tempête n'arrive. La douleur commença à 4 heures du matin, un mardi de février. Pas une douleur de travail. J'avais fait assez de recherches pour reconnaître les contractions. C'était différent, aigu. Haut dans mon abdomen, irradiant, vers mon épaule, et ma vision n'arrêtait pas de se brouiller sur les bords. Je tendis la main vers mon téléphone, renversai un verre d'eau, essayai de m'asseoir. La pièce bascula. « Rita !» réussis-je à dire dans le téléphone quand elle répondit. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Quelque chose ne va pas. Elle ne posa pas de questions. J'appelle le 911, reste en ligne avec moi. L'ambulance arriva en 8 minutes. Les ambulanciers bougeaient avec une efficacité rodée, posant des questions auxquelles je peinais à répondre. Tension artérielle. 180 sur 110. L'un d'eux jura doucement. Prééclampsie sévère, dit-il à son partenaire. On y va. L'hôpital devint un flou de couloirs et de voix urgentes. Le docteur Patel apparut, son calme habituel remplacé par une intensité concentrée. « Nous devons accoucher aujourd'hui, dit-elle, ne demandant. Ne pas. Vos enzymes hépatiques sont élevées. La tension ne répond pas aux médicaments. Si on attend, vous allez convulser ou faire un AVC. Aujourd'hui? Mais je ne suis qu'à 35 semaines. Aujourd'hui. Césarienne d'urgence. On prépare le bloc 2 maintenant. Elle serra ma main. Je sais que ce n'est pas le plan, mais nous n'avons plus de temps. Ils me roulèrent à travers des corridors trop brillamment éclairés. Quelqu'un plaça un formulaire de consentement devant moi. Des pages de risques, de possibilités et de résultats que je ne pouvais pas assimiler. Si quelque chose tourne mal, dis-je au docteur Patel, ma voix tremblante, les bébés passent en premier. Rien ne va mal tourner. Nous sommes l'une des meilleures équipes materno-fétales de l'État. Vous allez tous vous en sortir. Mais elle ne pouvait pas promettre ça. Personne ne le pouvait. Dans la salle d'opération, entouré de gens en masques chirurgicaux, je pensais aux lettres dans mon tiroir de table de nuit. Preuve d'une mère qui avait essayé. L'anesthésiste m'expliqua la péridurale. Sensation de froid. L'engourdissement se propageant. Un rideau bleu bloquant ma vue. Vous sentirez une pression mais pas de douleur, expliqua quelqu'un. Essayez de rester calme. Calme. Comme si le calme était possible pendant que 4 vies étaient chirurgicalement retirées de votre corps. Je sentis des tiraillements, de la pression.
la voix du docteur Patel disant « Premier bébé, c'est une fille ». Un petit cri, impossiblement petit mais réel. Deuxième bébé, une autre fille. Plus de pleurs, une fleurie d'activités que je ne pouvais pas voir. Troisième bébé, garçon. Le cri était plus faible cette fois. Quelqu'un dit quelque chose sur le support respiratoire. Puis le silence. S'étira trop longtemps. Quatrième bébé, dit finalement le docteur Patel. Sa voix avait changé. Garçon, l'équipe de néonatologie est avec lui maintenant. J'essayais de poser des questions, mais l'anesthésiste disait quelque chose à propos de ma tension qui chutait. La pièce bascula encore. Les voix devinrent urgentes. Elle fait une hémorragie. Passez les pinces. Tension à 70/40. Les dalles du plafond devinrent floues. Je pensais à David, aux lettres, à 4 minuscules humains que j'avais portés pendant 35 semaines, mais pas encore tenus. Restez. C'est avec nous, commanda quelqu'un. Restez avec nous. J'essayais. Mais la conscience glissait comme du sable entre les doigts. La dernière chose dont je me souvins fut la voix du docteur Patel, stable malgré le chaos. On ne la perd pas. Préparez la transfusion. Maintenant. Quand je me réveillais, la chambre était sombre et calme. Une infirmière que je ne reconnaissais pas était assise dans le coin lisant un dossier. Qu'est-ce... Ma voix sortit éraillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle leva les yeux, immédiatement alerte. Vous êtes réveillé, c'est merveilleux. Laissez-moi chercher. Le docteur Patel. Mes bébés. Ils sont en néonatologie. Tous les 4 ont survécu à l'accouchement. Tous les 4 ont survécu. Les mots se posèrent autour de moi comme une couverture. Le docteur Patel arriva quelques minutes plus tard, semblant épuisé d'une manière qui suggérait qu'elle était restée éveillée aussi longtemps que j'avais été inconsciente. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, confuse, endolorie, effrayée. « C'est juste. Vous avez fait une hémorragie importante pendant l'opération. Nous avons effectué une transfusion sanguine et réussi à contrôler le saignement. Vous êtes stable maintenant, mais nous surveillerons de près. Puis-je les voir, mes bébés? Bientôt. Vous avez besoin de quelques heures de récupération supplémentaire, mais ils vont aussi bien qu'on peut l'espérer pour des prématurés de 35 semaines. » Elle tira une chaise. « Je veux être honnête avec vous sur ce qui s'est passé. » Ma poitrine se serra. Le 4e bébé, BBD, a eu une détresse respiratoire à la naissance. Il est sous ventilateur temporairement. L'équipe de néonatologie est excellente et nous avons bon espoir qu'il progresse bien. Mais ces premières heures ont été critiques. Critiques. Langage médical pour dire qu'on a failli le perdre. Et les autres? 2 filles sont sous CPAP, mais respirent bien. L'autre garçon est sous oxygène. Ils sont tous petits, allant de 1600 kg à 1870 kg environ. Mais ce sont des battants. 4 battants, nés trop tôt, luttant pour chaque respiration, mais vivants. Quand pourrais-je les tenir? Demain, si vous êtes stable, nous commencerons par le pot à pot. C'est bénéfique pour vous deux. Après le départ du docteur Patel, je restais allongé dans le lit d'hôpital, me sentant plus vide que jamais. Mon corps avait abrité 4 humains pendant 8 mois. Maintenant, ils existaient séparément, dans des couveuses que je ne pouvais pas atteindre, livrant des batailles auxquelles je ne pouvais pas aider. Rita apparut dans l'embrasure de la porte tenant du café et ce qui ressemblait à mon sac de maternité de la maison. « Tu m'as fait peur, dit-elle simplement, s'asseyant sur la chaise visiteur. Je me suis fait peur à moi-même. Ils sont magnifiques. Je les ai vus par la fenêtre de la néonatologie. Minuscules, mais magnifiques. As-tu vu BBD, celui qui lutte ?» Rita hocha la tête. Il a toute une équipe qui le surveille. Des fils et des tubes et des machines. Mais il tient bon. Tenir bon. C'est tout ce que l'un de nous pouvait faire. Ce qui s'est passé en néonatologie m'a brisé le cœur et l'a refait. Abonnez-vous, car c'est là que l'impossible est devenu survie, un battement de cœur à la fois. Ils m'emmenèrent en néonatologie en fauteuil roulant à 6 heures le lendemain matin. J'étais resté éveillé la majeure partie de la nuit, imaginant ce moment. Mais rien ne m'avait préparé à la réalité de voir 4 couveuses alignées, chacune contenant un enfant que j'avais fait grandir mais pas encore rencontré. Angela, l'infirmière qui m'avait fait visiter des semaines plus tôt, m'accueillit avec un doux sourire. « Prête à rencontrer vos bébés ?» Prête n'était pas le mot. Terrifiée, accablée, désespérée, cela.
Convenait mieux. Mais je hochai la tête. Nous commencerons par BBA, dit Angela me conduisant à la première couveuse. Votre fille est née. 1,8 kg. Elle va bien. Plus aucun support respiratoire depuis ce matin. Je regardais à travers le plastique transparent un être minuscule aux cheveux foncés et aux traits incroyablement délicats. Elle portait une couche qui semblait 3 tailles trop grande et avait des capteurs attachés à sa poitrine. Je peux la toucher? Absolument. Lavez-vous les mains d'abord, puis vous pouvez passer par le hublot. Je me lavais avec un savon antibactérien qui sentait l'hôpital et la peur. Puis prudemment, en tremblant, je passai la main par l'ouverture circulaire et plaçai un doigt contre sa paume. Elle l'agrippa immédiatement. « C'est un bon réflexe », dit Angela. Une fille forte. Je restai là 5 minutes, laissant cette minuscule étrangère tenir mon doigt, essayant de comprendre que je l'avais faite. Qu'elle était réelle, séparée et mienne. « BBB est la suivante », dit doucement Angela. La deuxième couveuse abritait une autre fille, légèrement plus petite, à 1,7 kg. Elle était sous CPAP, un petit masque couvrant son nez l'aidant à respirer. « Elle s'en passera probablement dans quelques jours », expliqua Angela. « Elle a juste besoin d'un peu de soutien pendant que ses poumons mûrissent. » Je la touchais aussi, caressais son bras incroyablement doux, chuchotais des mots que je n'avais jamais dits à voix haute. « Je suis ta maman, je suis là. » BBC, mon premier fils, pesait 1,6 kg et était sous oxygène à faible débit par canule nasale. Il ressemblait à David, même nez, même expression sérieuse, même en dormant. « Celui-ci est un penseur », dit Angela affectueusement. « Il observe toujours tout. » Puis, nous arrivâmes à la 4e couveuse. BBD était visiblement plus petit, 1,5 kg. Le tube du ventilateur scotché sur son minuscule visage semblait obscène. Plus de fils, plus de moniteurs. Une énergie différente autour de son espace. Les infirmières le vérifiaient plus fréquemment. Ajustaient. Les réglages parlaient à voix plus basse. « Il a plus de mal, dit Angela honnêtement. Mais il est stable. Nous le sevons du ventilateur lentement. Ça va juste lui prendre plus de temps. » Je posai ma main sur la couveuse, incapable de l'atteindre à travers les hublots tant d'interventions médicales étaient en place. « Peut-il m'entendre ?»« Absolument, parlez-lui. Les bébés connaissent la voix de leur mère. »« Hé, petit !» chuchotai-je, me sentant ridicule et désespéré. « Je suis désolé que ce soit dur pour toi. Mais tu es fort. Tu viens de gens forts. » Une infirmière s'approcha d'Angela, parla doucement. Angela hocha la tête, puis se tourna vers moi. « Ils sont prêts à essayer le soin kangourou avec BBA. Voulez-vous la tenir ?»« La tenir. Tenir réellement ma fille. » Ils m'aidèrent à m'installer dans un fauteuil à bascule, ajustant ma blouse d'hôpital. Angela souleva le minuscule nourrisson avec un soin exercé, traînant fil ses capteurs, et la plaça contre ma poitrine nue. Elle ne pesait rien, moins qu'un sac de farine. Mais elle était chaude et réelle, et faisait de petits bruits de reniflement contre ma peau. Je mis ma main en coupe autour de son dos. Ma main entière pouvait la couvrir du cou aux fesses, et sentis son cœur battre contre ma poitrine. Cela aide à réguler leur température et leur rythme cardiaque, expliqua Angela. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour eux. Je restais là à tenir ma fille, regardant mes 3 autres enfants lutter pour la stabilité dans leurs boîtes en plastique, et sentis quelque chose se fissurer en moi. C'était réel. Ils étaient réels. 4 humains séparés qui auraient besoin de noms, d'amour et de tout ce que je ne savais pas comment fournir. Mais à ce moment-là, je pouvais leur donner ceci, ma présence, mon battement de cœur, ma voix, mon insistance obstinée à rester. Au cours des 3 jours suivants, un rythme s'installa. Je me traînais de ma chambre de réveil à la néonatologie toutes les 3 heures. Tenais le bébé qui était assez stable. Tirais du lait, maternelle que les infirmières donnaient par de minuscules sondes. Apprenais une terminologie médicale que je n'avais jamais voulu connaître. BBD restait sous ventilateur. Les médecins essayèrent de le sevrer 2 fois. Les 2 fois, ses niveaux d'oxygène chutèrent dangereusement. Au 4e jour, un néonatologiste nommé Dr Morris s'assit avec moi. « Nous devons parler d'attentes réalistes, dit-il doucement. Je me préparais. Votre fils a des poumons sous-développés, courant chez les multiples nés aussitôt. Il se bat fort, mais il est possible qu'il ait besoin d'un soutien
respiratoire à long terme. Peut-être une trachéotomie, peut-être des mois à l'hôpital. Mais il survivra? Nous faisons tout notre possible, mais je ne peux pas faire de promesses. La semaine prochaine est critique. Je retournais à la couveuse de BBD. Plaçais ma main sur le plastique. Lui parlait comme s'il pouvait comprendre. Tu n'abandonnes pas, tu m'entends? Tu n'as pas le droit d'abandonner. Comme si la volonté pouvait gonfler des poumons sous-développés. Comme si le désespoir d'une mère pouvait outrepasser la biologie. Mais qu'avais-je d'autre à part l'espoir et l'entêtement? Rita visita ce soir-là, apportant de la vraie nourriture de l'extérieur de l'hôpital. Nous nous assîmes dans le salon des familles de la néonatologie, mangeant de la cuisine thaïlandaise qui avait le goût du carton parce que l'anxiété avait tué mon appétit. « Emma a appelé, » dit Rita. « Elle vient ce week-end. Bien, c'est bien. Et le milliardaire, Hendrix, sa fondation a envoyé quelque chose à l'hôpital. Tu as entendu? Non. Apparemment, il fait des dons aux familles ayant des frais médicaux élevés. La fondation de l'hôpital vous a contacté. Vérifie tes emails. Je vérifiais sur mon téléphone. Un email de la fondation de l'hôpital du comté. Vous avez été sélectionné pour recevoir une aide du fonds médical de la famille Hendrix. Je ne pus pas lire le montant, ne pus pas l'assimiler. Je posai juste mon téléphone et fixai le mur. Combien? Demanda Rita. Ah. Assez pour couvrir la plupart des frais de néonatologie pour un bébé. Peut-être 2. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Une autre pièce d'un puzzle impossible tombant dans un endroit inattendu. Au 9e jour, le cœur de BBD s'arrêta. Cela arriva pendant un ajustement de routine de la sonde d'alimentation. Un instant, ces moniteurs montrèrent des modèles normaux. L'instant d'après, les alarmes hurlaient et les infirmières descendaient comme une tempête coordonnée. Je tenais BBB à ce moment-là. Angela la souleva de mes bras en plein soin kangourou, la remit dans la couveuse et se positionna entre moi et l'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas voir à travers la foule du personnel médical. Ils font la RCR. S'il vous plaît, allez dans la salle des familles. C'est mon fils. Je sais, mais vous devez reculer et les laisser travailler. Rita apparut. Elle m'apportait le déjeuner et me guida physiquement dans le petit salon des familles. Nous nous assîmes sur le canapé institutionnel pendant que les codes étaient appelés par haut-parleur et que la vie de mon fils vacillait au bord de l'impossible. 2 minutes semblèrent durer. Des heures. Le docteur Maurice émergea, son visage illisible. Nous l'avons récupéré, il est stable, mais ses poumons ne s'améliorent pas comme nous l'espérions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons avoir une conversation sur la qualité de vie et les résultats réalistes. Les mots atterrirent comme des pierres. Qualité de vie, code pour souffrance. Il a 9 jours. Je sais. Et il s'est battu incroyablement fort. Mais parfois, le docteur Maurice s'assit, son épuisement visible. Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire est de reconnaître quand nous prolongeons la souffrance au lieu de soutenir la vie. Vous dites que je devrais le laisser mourir. Je dis que vous devriez comprendre toutes les options, y compris les soins de confort. Soins de confort. Un autre euphémisme pour abandonner. Je regardais Rita, dont le visage montrait la même dévastation que je ressentais. Je peux le voir? Ils me laissèrent rester à côté de sa couveuse. BBD, toujours sans nom parce que je voulais tous les rencontrer correctement d'abord, gisait entouré de machines qui le maintenaient en vie et étaient à la preuve de la difficulté de sa survie. Je plaçais ma main à travers le hublot, touchais son pied, la seule partie accessible à travers tout l'équipement médical. « Qu'est-ce que tu voudrais ?» chuchotai-je à lui, à David, à Dieu, si quelqu'un écoutait. Je ne sais pas ce qui est juste. Aucune réponse ne vint. Juste le rythme mécanique du ventilateur et le bip régulier des moniteurs. Cette nuit-là, j'appelai ma mère. Elle répondit immédiatement. « Comment vont les bébés ?»« 3 vont bien. 1 ne va pas bien. » J'expliquai la situation en termes cliniques parce que l'émotion m'aurait brisé. Ma mère resta silencieuse un long moment. Que recommandent les médecins? Ils présentent des options. L'une est les soins de confort. Oh, chérie. Sa voix se brisa. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi faire. Comment prendre ce genre de choix? Tu fais ce qui est le mieux pour lui, pas ce qui est le plus facile ou le plus difficile pour toi. Ce qui est le mieux pour ce bébé. C'était la chose la plus utile qu'elle ait dite en 9 mois.
Au cours des 2 jours suivants, bébé D se stabilisa légèrement. Pas une amélioration exacte, mais un plateau. Les médecins réduisirent la sédation pour évaluer sa fonction neurologique. Il ouvrit les yeux, foncés comme ceux de David, et sembla se concentrer sur les visages. « C'est bon signe », admit prudemment le docteur Morris. Il se bat. Au 12e jour, ils tentèrent à nouveau l'extubation. Cette fois, incroyablement, sa saturation en oxygène tint bon. Il passa au CPAP, puis à l'oxygène à bas débit. Ce n'est pas une garantie, prévint le docteur Morris, mais il nous montre qu'il n'est pas prêt d'abandonner. BBD passa 4 semaines de plus en néonatologie. Ses sœurs rentrèrent à la maison les premières, bébé A à 3 semaines, bébé B à 4. Mon fils BBC rentra à 5 semaines. BBD resta, gagnant lentement du poids, renforçant lentement des poumons qui avaient failli abandonner. Je les nommais pendant ces semaines. Bébé A devint Grace, pour l'aide inattendue qui nous avait portés. Bébé B devint Hope, espérance, parce que j'avais eu besoin d'y croire. Bébé C devint David, d'après son père, et bébé D, mon battant, devint Samuel, parce que je l'avais demandé à Dieu et que, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, j'avais été exaucé. Le jour où Samuel rentra à la maison, 7 semaines. Après la naissance, l'appartement était déjà un chaos. 3 nourrissons pleurant par roulement, Rita m'apprenant à nourrir en tandem, Emma visitant les week-ends, une rotation de bénévoles du réseau de l'église de Rita, apportant des repas et tenant des bébés pour que je puisse me doucher. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée. C'était plus dur, plus épuisant, plus cher, plus compliqué. Mais c'était la nôtre. Le dernier chapitre est là où tout se rejoint. Abonnez-vous pour entendre ce que j'ai dit à mes petits-enfants sur cette année impossible et ce qu'elle m'a appris sur la famille. Maintenant, alors que je suis assise à cette table de cuisine avec mes petits-enfants qui écoutent, je croise les mains et laisse l'histoire se poser. « Alors les 4 bébés ont survécu ?» demande ma petite-fille aînée, les yeux écarquillés. « Les 4 ont survécu », confirmai-je, regardant les visages rassemblés ici. Ta mère Grace, ta tante Hope, ton oncle David et ton oncle Samuel. Samuel, maintenant âgé de 43 ans, est assis en face de moi, sa fille adolescente à ses côtés. Le concentrateur d'oxygène de sa petite enfance a disparu depuis longtemps. Il court des marathons maintenant. Les poumons qui ont failli lâcher l'ont porté à travers les lignes d'arrivée dans 6 États. « Je ne me souviens de rien de tout ça, » dit-il doucement. « Tu étais occupé à survivre. Nous l'étions tous. » Les années après cette sortie d'hôpital n'ont pas été un conte. De fait, le don du milliardaire a aidé mais n'a pas tout résolu. Les factures médicales m'ont suivi pendant des années. Samuel a eu besoin de kinésithérapie, de services d'intervention précoce, de rendez-vous chez des spécialistes qui remplissèrent les calendriers et vidèrent les comptes bancaires. J'ai travaillé à domicile en faisant de la facturation médicale jusqu'à ce que les enfants commencent l'école. Ensuite, j'ai eu 2 emplois, le matin dans une clinique, le soir à la saisie de données, pendant que Rita et son réseau d'églises assuraient la garde des enfants par roulement. Ma mère visitait occasionnellement. Notre relation n'a jamais totalement guéri, mais elle existait. Elle tenait ses petits-enfants maladroitement, les aimait à distance et restait convaincue que j'avais rendu tout plus difficile que nécessaire. Elle n'avait pas tort. J'avais rendu les choses plus difficiles. Garder 4 bébés en tant que mère célibataire, veuve sans filet de sécurité financière, était objectivement le choix difficile. Mais difficile ne veut pas dire mauvais. Emma resta impliquée. Pas parfaitement, mais constamment. Carte d'anniversaire, visite pour les fêtes, appel téléphonique quand elle y pensait. C'était assez pour compter. Marcus et moi ne nous sommes pas parlé pendant 7 ans. Quand nous nous sommes finalement réconciliés, c'était guindé et incomplet. Certaines fractures laissent des marques permanentes. Les enfants ont grandi en connaissant leur histoire. Je n'ai jamais caché la lutte. Ils voyaient les factures étalées sur la table de la cuisine. Ils comprenaient que d'autres familles avaient plus. Ils ont appris tôt que l'amour ne nécessite pas la richesse, mais que la pauvreté rend tout plus difficile. Grace est devenue travailleuse, sociale, aidant les familles à naviguer dans les systèmes qui m'avaient autrefois submergé. Hope enseigne à l'école primaire dans un quartier défavorisé. David travaille dans l'administration hospitalière,
améliorant les programmes d'aide financière aux patients. Samuel dirige une organisation à but non lucratif soutenant les parents de bébés prématurés. Ils ont pris l'épreuve et l'ont transformée en but. « As-tu revu le milliardaire ?» demande mon petit-fils. « Celui du supermarché ?» « Une fois, dis-je, des années plus tard lors d'un événement communautaire. Je l'ai remercié pour le don. Il se souvenait à peine l'avoir fait. Sa fondation soutient des dizaines de familles. Mais je lui ai dit que ça comptait, que c'était la différence entre se noyer et survivre. Il avait semblé mal à l'aise, comme si la gratitude l'embarrassait. Les gens riches, ai-je appris, préfèrent souvent la générosité anonyme. C'est plus propre que de confronter les visages derrière le besoin. « Es-tu en colère ?» demande soudain Samuel. « De la difficulté de la chose, de ta solitude ?» Je considère cela attentivement. Mes petits-enfants regardent, attendant une sagesse que je ne suis pas sûr de posséder. « J'ai été en colère longtemps, dis-je honnêtement. En colère contre votre grand-père pour être mort, en colère contre ma famille pour avoir disparu, en colère contre un monde qui offre plus de jugement que d'aide. Mais la colère est épuisante. Et finalement, j'ai réalisé quelque chose. « Quoi ?» demande la fille de Hope. « La vie ne nous donne pas toujours la famille que l'on mérite, mais elle nous donne la chance de devenir la famille dont quelqu'un d'autre a besoin. » Les mots résonnent dans ma petite cuisine. La même cuisine où je comptais autrefois la monnaie et rationnais les repas, où je tirais mon lait à intervalles de 2 heures, où je pleurais dans mes mains pendant que 4 nourrissons dormaient par intermittence dans des berceaux disposés comme une petite salle d'hôpital. Cette cuisine a contenu plus d'épuisement qu'aucun espace ne le devrait. Mais elle a aussi contenu plus d'amour que je ne le croyais possible. Rita est décédée il y a 5 ans, leur dis-je. À ses funérailles, j'ai appris que j'étais l'une des 17 familles qu'elle avait discrètement soutenues au fil des décennies. Elle n'a jamais mentionné les autres. Elle se montrait juste, aidait et passait à la crise suivante. C'est ça la vraie histoire, je réalise maintenant. Pas le moment dramatique au supermarché ou les mots maladroits du milliardaire, ou même les jours terrifiants en néonatologie. La vraie histoire, c'est Rita apportant des repas. Angela, m'apprenant à tenir des bébés incroyablement petits. Le donateur anonyme laissant $50. Jérôme trouvant une aide au logement. Patricia livrant des sièges auto. L'infirmière fatiguée restée tard. La travailleuse sociale qui refusait de bâcler la paperasse. La survie n'est pas un miracle. Unique. C'est un millier de petites miséricordes offertes par des gens qui choisissent la présence plutôt que la convenance. « Tu as été courageuse », dit ma petite fille. « J'étais désespérée », corrigeai-je doucement. La bravoure, c'est choisir le courage. Je n'avais simplement pas l'option d'abandonner. Samuel tend la main à travers la table et prend la mienne. Merci de ne pas avoir abandonné. Dehors, le soir tombe sur le quartier. Quelque part, une autre mère est probablement en train de compter la monnaie. Une autre famille est fracturée par une crise. Une autre situation qu'impossible se déroule en temps réel. Je ne peux pas réparer ces histoires, mais je peux raconter la mienne honnêtement. Pas comme une inspiration ou une instruction, mais comme la preuve que l'impossible et la survie peuvent coexister. Que parfois, rester est la seule victoire disponible. Et c'est suffisant. Mes petits-enfants aident à débarrasser la table. La fille de Samuel demande si elle peut lire les lettres que j'ai écrites à l'hôpital, celles que j'ai gardées toutes ces années. Je lui dis oui, quand elle sera plus grande. Pour l'instant, nous sommes assis ensemble dans la cuisine qui a été témoin de tout. 4 bébés qui étaient censés être impossibles ont grandi, ont eu des enfants à eux, ont construit des vies sur les décombres d'un traumatisme précoce et ont choisi des chemins différents de ceux que je pouvais marcher pour eux. Je ne suis pas devenu riche. Je ne me suis jamais remarié. Je vis toujours modestement. Je porte toujours des dettes médicales et des relations familiales compliquées et des souvenirs qui font mal. Mais je suis là. Ils sont là. Et ce moment au supermarché qui ressemblait à une humiliation publique est devenu la première ligne d'une histoire, qui valait la peine d'être finie. 4 bébés? Impossible, avait dit le milliardaire. Il avait tort. Dur, oui. Épuisant, absolument. Mais pas impossible. Jamais impossible. Merci d'être resté avec cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous
et partagez. Car quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre que la survie est suffisante.